Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse avec 4 chroniqueurs. Nous allons refaire l'actualité de la semaine. Anne-Sophie Grosse, Moselle TV, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Cédric Rouillon, RCF Jéricho Moselle, bonsoir. Bonsoir Soyez Jérôme. les bienvenus. Et en face, la bande des ex du Républicain Lorrain et des actuels du Républicain Lorrain. Sylvain Villaume, il a eu peur. Il y en a un qui s'est dit, tiens, Ah, mais ma lettre va j'étais pas arriver. au courant. Ma lettre va arriver. L'information. Sylvain Villaume, court-circuit. Bonsoir. Bonsoir. Et Anthony Villeneuve, toujours le Républicain Lorrain. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Tout de suite, on passe à vos coups de gueule et vos coups de cœur. Et je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Ça peut m'arriver. Je crois que ce soir, nous n'avons que des gens de mauvais poil. Non, à 3 quarts de mauvais poil. 4 chroniqueurs, 3 coups de gueule. Le premier d'entre vous, on va commencer par du local avec un coup de gueule sur l'EHPAD du Sansonnet Ouais, qui traîne un peu. sur l'imbroglio autour de l'EHPAD du Sansonnet, qui devrait être achevé depuis déjà plusieurs années. EHPAD qui doit être construit par l'association Amapa, laquelle a pris beaucoup de retard dans le chantier de construction. 2018 au départ, non? Même avant. 2019, Oui. l'achèvement devait être 2019. Et donc, finalement, la collectivité a annulé la vente au mois de juillet dernier. Oui, parce que le terrain ne pouvait être utilisé que si le bâtiment était construit dans un temps. Ils sont engagés Voilà. contractuellement à Voilà. achever le chantier. Mhm. Malgré l'annulation de la vente, l'association a accéléré le chantier. Et aujourd'hui, on a la justice qui a confirmé l'annulation de la vente. Un chantier avec des fondations qui sont coulées, des entreprises qui ne savent pas si elles seront payées, et un bras de fer judiciaire qui s'annonce et qui pourrait prendre du temps. Donc, pendant ce temps-là, on aura des fondations sur un quartier qui pourtant est très qualitatif par ailleurs. On aura des résidents de l'EHPAD de la Grange aux Bois qui devaient être transférés ici, qui attendent toujours dans un EHPAD vieillissant. Et on a beaucoup de temps et d'énergie perdue par tout le monde. Voilà, donc c'était le coup de gueule du Républicain Lorrain et d'Anthony Villeneuve. D'ailleurs, vous avez sorti l'information, je crois que c'est vous qui l'aviez sorti il y a quelques jours. Est-ce que quelqu'un connaissait la situation de cet EHPAD? Personne. C'est vrai que c'est un imbroglio judiciaire. Quand on lit le papier, on se demande comment d'ailleurs le propriétaire du terrain peut lancer les travaux alors qu'il a déjà une interdiction, une annulation de la vente par la justice. Ça ressemble un peu à un coup de force en quelque Oui, alors sorte. moi je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Hein. C'est un dossier complexe. La justice a donné raison à la collectivité. Simplement, la situation fait que on s'oriente vers quelque chose qui va traîner en longueur. À vos côtés, Sylvain Villaume, coup de gueule de plus ample nature, j'allais dire. Oui, mais qui nous concerne quand même. Oui. Il fait beau, c'est le printemps, c'est la saison des asperges. Mon caviste a rentré de nouveau rosé. Très bien. J'aurais aimé vous parler de Bon, choses cela comme dit, ça. pardonnez-moi, mais le rosé avec les asperges. Non, là, effectivement, il y a oui, faute, c'était il sans, y a faute. c'était Oui, sans on est d'accord, transition. on est C'était d'accord, sans on est d'accord. transition. Oui, oui. Muscade Alsace avec les Oui, asperges. quelque chose de léger. Voilà. Mais donc j'aurais pu vous parler de ces choses Oui, joyeuses, légères. mais cette semaine on a atteint en France le jour du dépassement. Vous savez ce que c'est, j'imagine. Oui, c'est C'est quand le on jour a où consommé plus. Nous avons épuisé notre budget nature, et alors j'ai appris à cette occasion qu'à l'échelle de la planète, ce jour était le 29 juillet l'an dernier. Il intervenait le 29 décembre en 1970. Oui. C'est quand même assez clair sur l'évolution de la situation, mais il y a quand même quelques raisons parfois d'espérer. J'ai lu que le Fonds mondial pour la nature, WWF, avait fourni au président récemment réélu Emmanuel Macron une On étude attend d'un Premier détaillée ministre. dont on attend le Premier ministre, qui sera chargé de la planification Exactement. écologique d'ailleurs. Donc, lui a fourni une étude détaillée avec différents scénarios et des mesures assez efficaces dans plusieurs domaines, l'agriculture évidemment, le bâtiment, les énergies renouvelables, les véhicules bas carbone, les modes de déplacement. Même si on l'applique, on reculera le jour du dépassement de 2 jours l'an prochain. Hein. C'est pas non plus... Il y a aussi des propositions pour le déplacer, de reculer de 25 jours, c'est possible en 2027. C'est ça, Voilà. c'est Donc, ce sera plus début mai, mais ce sera le 30 mai. C'est l'objectif. Voilà. Et alors, il se trouve que sur cette étude, c'est juste pour l'anecdote, mais je la trouve assez éloquente, le WWF a choisi des emblèmes pour symboliser les différentes rubriques. Et, il y a les coraux de Méditerranée, le thon rouge, les vieilles forêts de hêtres, le lynx, la grenouille verte qui voit ses mares disparaître, et les hirondelles affamées par les insecticides. Il y a aussi les abeilles sauvages, et je trouve que c'est quand même des choses très concrètes, puisque tout ça est en train de disparaître sous nos yeux. Anne-Sophie, qu'est-ce que ça vous inspire, ce jour du dépassement, qui est très tôt, hein. On est quand même simplement, on est à 95 jours du début de l'année.
J'ai juste envie de dire une chose, c'est que je suis dépitée. C'est consternant, c'est affligeant. On répète Chaque tous année. les ans la même chose. Ça fait 40 ans que les scientifiques nous alertent. Personne ne fait rien. Les lobbies s'en mettent plein les poches sur le dos de la planète. Tout le monde s'en fiche. On détruit des pays pour aller mettre nos déchets ailleurs parce qu'on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les recycler, on n'a pas envie de mettre les moyens pour recycler, pour essayer de limiter nos déchets. On consomme à outrance. On préfère consommer parce qu'on en a envie et qu'on peut se le payer plutôt que de faire de manière raisonnée et de se, je ne vais pas dire priver de certaines choses, mais en tout cas Sobriété, au moins. de rester humble par rapport à notre place sur la planète. Donc le rapport du GIEC, je pense, a été assez éloquent. Il nous reste 3 ans, je pense que c'est On trop pratique tard. gaiement l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, et ça c'est local. Oui. Anthony, sur le sujet. Non, c'est intéressant de noter que le jour du dépassement, ça concerne si tous les pays du monde avaient le même niveau de vie que nous et la même façon de vivre que nous. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, ça en dit long sur les responsabilités des uns et des autres. Anne-Sophie, puisque vous aviez la parole, vous avez aussi, et qu'on termine par le côté un peu grincheux de ce tour de table avant de passer au coup de cœur, vous avez un coup de gueule, et on peut le comprendre d'ailleurs. On peut d'ailleurs s'interroger de savoir pourquoi tout à coup cela ressort. Oui, le droit à l'avortement aux États-Unis, qui n'a jamais été aussi menacé depuis 50 ans. Le 2 mai, le site Politico a publié donc un projet de décision de la Cour suprême, qui annulerait la loi de 1973 qui garantit à toutes les Américaines de disposer de leur corps dans tout le pays au nom du droit à la vie privée. Et donc, ça permettrait à chaque État de pouvoir légiférer sur l'avortement, donc soit de réduire le délai d'avortement, soit de tout simplement l'interdire. Et d'après une récente étude, jusqu'à 58% des Américaines en âge de procréer, soit environ 40 millions de femmes, vivent dans un État qui pourrait les priver de ce droit ou de le limiter drastiquement. Bon, on le voit sur les affiches, on n'a pas vraiment envie de revenir à l'avortement avec un cintre ou avec des choses carrément horribles qui mettent en danger la santé des femmes, qui les stigmatisent encore de plus en plus. Ça montre à quel point les droits des femmes sont fragiles, que même dans des pays qu'on considère comme développés, c'est pas acquis. Rien que pour vous donner, en France, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Pro-Vie. Il y a eu une marche en janvier dernier. 20 000 personnes selon les organisations. Donc oui, c'est possible qu'au-delà des États-Unis, on revienne encore sur ce qu'on pense être des acquis. Les droits des femmes sont encore précaires et oui, il faut continuer à se battre pour l'équité. Ça paraît incroyable quand même, cette fuite. Je rappelle que c'est une fuite du site Politico, une fuite d'ailleurs qui est assez extraordinaire puisque c'est rare que quelque chose fuite de la Cour suprême. Le juge s'appelle Samuel Alito, évidemment. Inutile de préciser que c'est un juge conservateur et une carte de nos confrères de France Info est sortie avec justement les États qui pourraient interdire et ceux qui laisseraient. En fait, c'est pas très compliqué. C'est la côte est et la côte ouest seraient des États qui favoriseraient ou qui laisseraient toujours la possibilité aux femmes d'avorter et sinon tous les autres quasiment seraient dans le rouge avec une interdiction. Ça paraît quand même incroyable en 2022 de revenir là-dessus. Ça fait 50 ans. Oui, parce qu'on croyait qu'il y avait certaines choses qui étaient le sens de l'histoire, tout simplement. La peine de mort, l'avortement. Et on arrive à un moment où on revient sur des acquis dont on pensait qu'ils étaient définitifs. C'est assez inquiétant. Allez, un coup de cœur maintenant avec Cédric. Changement de tonalité. Oui. Alors, Sans transition. Sans transition, Comme on dit. voilà. Cédric n'est que bonté. Merci de le rappeler. En route vers la vénérabilité. Exactement, parce que je ne pensais pas faire de l'auto-promo de la chaîne, mais ça sera un peu le cas. Le coup de cœur, c'était ce film qui est produit par le diocèse de Metz, qui a été réalisé par des amis, Christine Martin et Nadège Kiffer, et qui traite de la vie de Robert Schuman, donc il s'appelle Robert Schuman, l'homme des frontières, qui sera diffusé, je crois, ce week-end sur Moselle TV. Et donc c'est vraiment un document que j'encourage à voir parce que on se rend compte, enfin moi je confesse ma propre méconnaissance en fait du personnage et je crois qu'il est souvent, c'est évoqué dans le film, très connu dans d'autres pays européens et finalement assez mal en Moselle. Le film est assez malin parce que bien sûr le film étant produit par le diocèse, c'est la figure chrétienne aussi qui est valorisée et c'est une motivation forte du personnage. Mais c'est aussi un récit de la Lorraine, de la Moselle,
En creux, on découvre aussi beaucoup de choses de ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité, la psychologie mosellane. Et en tout cas, je trouve que c'est un document qui gagne à être vu. Merci beaucoup Cédric Rouillon. Donc documentaire à voir sur Moselle TV ce week-end dans un format un peu long qui s'appelle Docu-débat, c'est-à-dire qu'avec les deux réalisatrices, nous parlons de ce documentaire et ensuite avec, vous l'avez vu, Patrick Weiten, Monseigneur Villemain et Laurent Turner, nous évoquons la figure de Robert Schuman, samedi 18h30, dimanche 17h et puis toute la semaine en rediffusion et sur le site web de Moselle TV. Allez, on passe au premier thème. Et je ne savais pas quel serait votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Et on reste dans le domaine un petit peu, puisque c'est l'église de Chény. Avec le S, on dit Chény quand même, on ne dit pas Chesny, qui est en sursis dans ce petit village de Moselle. Eh bien, l'église a fermé depuis 2018. Elle est dans un tel mauvais état que le maire s'interroge sur la suite à donner. Démolir l'église ou la rénover. Anne-Sophie, c'est vous qui avez fait ce reportage. Oui. Quelle est l'ambiance à Chény quand on se pose la question de démolir une église dans un village de Moselle? Alors il y a deux sentiments. Il y a d'un côté la rationalité où on se dit que voilà, rénover un tel édifice, ça coûte cher. C'est environ à peu près 500 000 euros. Pour une petite commune comme ça, c'est un très petit village, c'est énorme. 70 000 euros de budget annuel d'investissement, donc ça vous dit un peu la différence. Et contre 80 à 100 000 euros pour la déconstruction de cette église. Donc d'un côté, il y a la rationalité, mais quand on discute avec les habitants du village, on sent quand même une grosse émotion, il y a un attachement. Il y a une personne qui me disait, moi quand j'étais petit, je dessinais mon village, il y avait forcément une église dans le village. Aujourd'hui, on ferme les écoles, on ferme les églises. Que vont devenir nos villages s'il n'y a pas d'église? Donc ils sont vraiment partagés entre le sentimental et l'attachement à cette église et la rationalité qui dit oui, mais on ne pourra pas supporter un coût aussi énorme. Avant de faire le tour de table, je vous propose d'entendre le maire de Chény, c'est Pascal Hubert. Si on ne trouve pas les financements, effectivement, il faudra réellement se poser la question d'une déconstruction. Qui serait de l'ordre, mais ça reste encore approximatif, de 100 000 euros. Donc, qui est également un coût, mais si on est sur une logique économique, c'est toujours nettement moins que 500 000 euros d'argent public. Cédric Rouillon, je me tourne vers vous. Normalement, logiquement, RCF Jéricho-Moselle, comment vous avez appris cette nouvelle? Ce qui est important aussi, avant de vous passer la parole, ce sont les termes employés, et Anne-Sophie l'a utilisé aussi, c'est qu'on ne parle pas de démolition, dans ces cas-là, on parle de déconstruction. Mais bon, on va la raser, ni plus ni moins, si jamais l'argent n'est pas trouvé. Alors, on suit naturellement l'évolution du patrimoine chrétien en Moselle. C'est pas un cas unique. Il y a plusieurs églises qui sont concernées en Moselle. Je crois que c'est du côté de Thionville. Il y a une chapelle qui a été déconstruite, pour reprendre le terme, il y a quelques semaines. Donc il y a un vrai questionnement d'un côté sur le volet patrimonial, parce que certains lieux de culte, de fait, ont un intérêt patrimonial, voire historique. Et puis, il y a le lieu de culte et la symbolique qu'il y a autour. Maintenant, je ne suis pas le représentant du diocèse autour de la table, mais c'est vrai que c'est un déchirement, mais qu'il faut aussi mettre en parallèle avec la pratique du culte. Je crois que, je ne sais pas si le nombre de fidèles qui allaient à l'église du côté de Chény, si c'est 15 personnes, 500 000 euros pour 15 personnes, en pratique, c'est pas beaucoup. Même si on sait que tout le monde est forcément attaché, ne serait-ce que pour les enterrements, les mariages, les moments symboliques de la vie, ça fait partie. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas d'une manière générale, quand on regarde en France, l'évolution va aussi sur en tout cas le questionnement, c'est est-ce qu'il ne faut pas mieux aller sur des lieux de culte un peu différents, évoluer, adapter aussi. Plus grand, plus de concentration. Il y a deux tendances. L'Église, en fait, dans son organisation, alors on le rappelle, le diocèse qui chapeaute au niveau départemental, les archiprêtrés qui sont une espèce d'assemblage de paroisses qui permettent en fait d'avoir un système assez résilient. En fait, quand il y a une paroisse qui ferme, les fidèles peuvent se retrouver dans la paroisse d'à côté. Et donc il y a un système comme ça. Et puis il y a aussi la question de lieux de culte plus petits, en proximité. On n'a pas parlé là aussi des coûts qui sont liés. Quand il y a eu toute la polémique aussi, on pense à l'église Sainte-Thérèse, oui, à Metz, du chauffage. C'est des lieux qui
qui coûtent une fortune à chauffer. Bien souvent, au niveau des conseils de fabrique, le budget est extrêmement difficile à boucler, notamment sur le fonctionnement courant, aussi bête que le chauffage. Donc il y a un cheminement, un questionnement. Les choses sont pas closes. Je pense qu'il faut être assez pragmatique et se dire à un moment donné, quand le lieu n'a pas un intérêt architectural, historique, patrimonial déterminant, il faut envisager la déconstruction. Sylvain, j'ai lu que le maire de Chény, Pascal Hubert, envisageait donc d'interroger sa population. Si s'était tourné vers McKinsey ou un cabinet de ce genre, la décision serait déjà prise de déconstruire l'église. Si c'était la Poste ou un service public avec aussi peu d'affluence, de fréquentation, il serait fermé. Il serait fermé aussi. Après, évidemment que l'aspect cultuel et spirituel compte dans cette histoire-là, mais j'ai lu chez mes excellents confrères du Républicain Lorrain que, visiblement, avant la fermeture de l'église, il y avait moins de 20 paroissiens qui se rendaient à l'église. C'est le ratio. Lesquels vont maintenant dans les villages environnants, à Peltre, oui. Pas très loin. Donc, je crois que la raison devrait... J'étais assez effaré de voir le prix de location de l'échafaudage chaque année pour une commune comme celle-là. Chaque mois, pardon. Oui, pardon, chaque mois. C'est 500, c'est ça Oui, 500 € par mois pour une petite commune. Et donc, j'imagine que les administrés vont en parler au conseil municipal. Voilà, c'est ça. Vont quand même se poser la question de ce qui pourrait être fait pour la commune avec ce budget-là, quand même. C'est vous qui avez sorti l'info, donc le Républicain Lorrain. C'est la raison économique sur le fait religieux, sur le culte qui doit l'emporter. Ça renvoie aussi au mythe de la France des 36 000 communes avec 36 000 clochers. Alors j'en ai précisément, je vais vous le dire, 42 258 selon la conférence des évêques de France 2019 sont les derniers chiffres. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque commune peut encore avoir son église qu'elle entretient, qu'elle chauffe voilà. Quand on a créé les intercommunalités, c'est qu'on a compris que pour plein de compétences, il valait mieux se regrouper que de laisser chaque commune faire. C'est le cas pour la cantine scolaire, pour les transports, pour tout un tas de sujets. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens que chaque église ait sa commune, qu'elle la gère? Je ne suis pas tout à fait Chaque commune ait son église, plutôt. Que chaque commune ait son église. Oui. Mais c'est quand même un symbole aussi. Beaucoup de gens dans le reportage d'Anne-Sophie disaient « j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai fait mon mariage Oui, ». C'est quand même un symbole fort, même si elle n'est pas utilisée. C'est un marqueur, tiens, pour utiliser un mot qu'on parle de 500 000 € d'argent public quand même. Oui. Je veux dire, moi, je suis vraiment très, très impatient de voir le résultat de la consultation, parce que si elle a lieu... Je pense que d'ailleurs l'archiprêtre de Peltre n'est pas vent debout contre. Et il y a une réflexion qui se dit, c'est surtout la question des chrétiens isolés, parce que derrière une fermeture de ce type-là, même si c'est 15-20 personnes, il y a forcément dans le lot des personnes qui sont pas très mobiles, malades, âgées, et donc c'est aussi là en termes de solidarité, mais c'est valable pour la communauté catholique. Je pense que ça se pose de la même manière pour d'autres communautés religieuses. Ça fait déjà 4 ans qu'il n'y a plus d'office dans cette église. Et puis alors, je crois qu'il y a aussi un autre problème, ce sera pour terminer. La destination ne peut pas être autre, puisqu'il y a le cimetière autour, et qu'on ne peut pas faire un espace public, une bibliothèque, comme c'est le cas par exemple, je crois, à Bérennes-les-Forbach ou dans d'autres communes du département, c'est ça. Il y a aussi un aspect technique, puisque la commune est accolée à des habitations, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'on ne peut pas la laisser tomber en ruine. Le dessin de Catherine sur le sujet, on ne peut pas supporter un chantier qui représente plus d'1 an de notre budget. Dit un fidèle, on va l'appeler comme ça. Tu crois qu'ils se sont dit pareil au Conseil municipal de Paris pour le chantier de Notre-Dame? Voilà, ça c'est envoyé, c'est le dessin de Catherine. Tout de suite, le deuxième thème. Visiblement, Cédric trouve que c'est un peu facile, mais bon. Il y a un problème de compétence, surtout c'est ainsi. Des communes et de l'État, en l'occurrence. Allez, après les pénuries de main-d'œuvre, puisqu'on entend toutes les professions nous dire qu'on manque de bras, qu'elles manquent de bras, et bien voici les pénuries de nombreux produits, huile de tournesol, carton, verre, poulet, œufs. Conséquence directe ou indirecte de la guerre en Ukraine, les produits sont de plus en plus rares dans les rayons, à tel point que certaines enseignes invitent les consommateurs à limiter leurs achats. Nous revoilà donc plongés 2 ans plus tôt, lors du premier confinement, dont visiblement, Anthony, les consommateurs, nous, n'avons pas su tirer de conclusion en matière de consommation, puisque visiblement, ce ne sont pas les industriels qui manquent de matières premières, mais ce sont en partie nos actes de consommateurs qui font que ces pénuries se retrouvent là dans ces rayons. Alors un petit peu différent, puisque effectivement, en 2020...
c'était lié uniquement à la crainte de manque de matières premières, de la crainte que l'industrie s'arrête, ce qui n'a pas été le cas. Là, concernant l'huile, puisque c'est le cas dont vous parlez, il y a encore des stocks. Mais il y a une vraie inquiétude à moyen terme, puisque la récolte de tournesol, dont on est extrêmement dépendant de l'Ukraine, devrait être durablement affectée. Les stocks sont là, puisque ce sont les graines qui ont été récoltées, traitées de l'année d'avant. La question se pose pour cette année. Les stocks sont là, mais il y a des fortes inquiétudes sur l'avenir. Donc les gens constituent des stocks à domicile, ou les restaurateurs, et donc il y a un effet de demande, et il n'y a plus rien dans les rayons. Ça veut dire qu'on craint toujours le lendemain, encore, comme il y a 2 ans, et peut-être par analogie à nos parents, grands-parents, lors des conflits. J'avoue que je suis assez consterné effectivement de découvrir que des gens puissent stocker 6 ou 8 bouteilles d'huile d'huile de tournesol, pardon, lapsus. On a bien compris que vous cuisiniez à l'huile d'olive. Effectivement, ouais, à l'huile de tournesol aussi, mais en revanche, il y en a sans doute pas assez en Lorraine pour couvrir les besoins de toute la population, mais elle est locale également. Mais bon, c'est pas le sujet. Je trouve que l'égoïsme qui a derrière cette attitude-là n'en finira jamais de me surprendre, mais même de me consterner. Vous êtes consterné? Qu'est-ce que vous faites les courses comme moi? J'ai aussi constaté la semaine dernière des petits panneaux dans les magasins. Merci de ne pas prendre plus de 2 On en est là. bouteilles d'huile, de la farine aussi. C'était au rayon farine et au rayon des œufs également. Oui, bon, effectivement, c'est encore une énième preuve, si on avait besoin, de l'individualisme criant dans notre société. Après, moi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça, qu'il y ait des pénuries. Il faudrait peut-être qu'on commence à s'habituer à avoir moins de choses, à consommer moins de Ça choses. revient au dépassement. Voilà, au dépassement qu'on peut se le payer. C'est Voilà. la boucle. On fait quand même partie d'une société où on fait croire que vous avez besoin de manger du bœuf qui vient du Japon, d'agneau de Nouvelle-Zélande, d'avocat du Pérou, etc. Donc tout est créé artificiellement. Le besoin est créé artificiellement, il faut en avoir conscience. Donc quand on a envie de trouver des solutions, on est capable de remplacer les produits qui sont en pénurie. On peut trouver d'autres alternatives moins coûteuses, avec une empreinte carbone moins importante, tout simplement sans passer quand on n'en a pas besoin. Donc je pense que comme Épictète, il faudrait se dire que Épictète dans le club vis-à-vis de la presse. Alors là, on reste C'est une première. vis-à-vis du désir, pour le moment, renonce-y totalement, car si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous, tu ne seras pas heureux, c'est inévitable. Donc désirer mieux, désirer moins, désirer et besoin, c'est différent. Donc faisons ce dont on a besoin et pas ce qu'on veut. Voilà, c'est mon message. Épitoque. Il ne manquait pas d'adjectifs, Ah, Épictète. non, c'est sûr. Jolie. Elle est jolie. Il faut la remarquer, celle-ci. Cédric, sur cette pénurie, Cette pénurie, toujours la consternation, du coup. La pénurie, alors pardon, on a parlé de l'huile, c'est vrai que l'Ukraine est un pays producteur de tournesol. On parle des œufs aussi. Alors précisons que ça ne vient pas du même endroit, c'est en raison de la grippe aviaire, donc on nous annonce déjà un petit peu moins d'œufs dans les prochaines semaines. Plusieurs volets. Hein. Alors d'une part, l'étonnement quand même, parce qu'on se retrouve avec l'Ukraine qui devient un peu le centre de toutes nos productions. Oui. Et on se rend compte, pardon de vous couper, j'ai appris ça, que l'Ukraine fabriquait aussi beaucoup de composants pour les faisceaux électriques qu'on retrouve dans les automobiles. Donc, notamment sur un des premiers producteurs mondiaux. d'un gaz rare, alors donc, aussi. d'un gaz rare qui permet de tenir ces fameux lasers, de faire des semi-conducteurs. Donc on se retrouve avec une Ukraine, un pays dont on s'intéressait pas, on s'y intéressait auquel on pas, ne s'intéressait pas être, forcément, qui se retrouve une espèce d'enjeu stratégique qui peut-être un jour nous éclairera un peu différemment sur le conflit, parce que là, 80%, je crois, de l'huile de tournesol mondiale vient d'Ukraine. Le blé, on avait cette image quand même de grenier de blé de l'Europe, voire du monde. Et ça nous fait quand même, ça nous fait réfléchir. Et puis, il y a l'autre volet qui est purement, on va dire... lié à notre comportement, et là je ne dirais pas mieux qu'Épictète. Et forcément, mais c'est vrai que c'est la fin de cette illusion d'un robinet qui s'ouvre sur les matières premières et qui serait illimité. Là on touche du doigt peut-être ce que nos enfants, et c'est peut-être bienvenu, parce que il est mieux de le vivre maintenant plutôt que de laisser les générations à venir le subir. De toute façon, on n'aura pas le choix. Vous avez le sentiment que c'est un avertissement pour qu'on se comporte mieux? Alors on en a déjà eu par le passé des avertissements. Est-ce que vous avez l'impression que la population est prête à entendre ce genre de choses, ou au contraire l'individualisme prédomine? La population, il va falloir qu'elle apprenne à faire avec ce genre de choses, comme il va falloir qu'elle apprenne à faire avec une augmentation des prix, puisque ce qu'elle est en train de vivre
en ce moment. Donc ça va changer radicalement nos modes de consommation. Ça a déjà commencé à changer. Et nous n'avons pas parlé, on en parlera peut-être prochainement, de tout ce qui touche à l'énergie, puisque là, il faudra aussi, on parlait de la prochaine récolte d'huile de tournesol, enfin de tournesol pour en faire de l'huile. La récolte Là- du gaz. Là, on parle non, pas la récolte du gaz, mais on parle là. Il commence à faire beau, à faire chaud, donc on va s'en soucier un peu moins. Mais quand il faudra remettre le chauffage Oui. vers le 15 juillet, non, pardon, au mois d'octobre, et que Le 15 juillet, c'est à voilà, Nancy. et c'est à Nancy, 15 juillet, pardon, et qu'il faudra remettre le chauffage, reconsommer de l'électricité, alors qu'on est en train de nous dire qu'il faudra devenir de plus en plus sobre. Là aussi, il y a des sujets à anticiper. Espérons d'ailleurs que les dirigeants européens Ou ne vont pas attendre. ne s'endorment pas cet été sur ces questions-là. Notamment chez les professionnels, parce que dans le stockage, il y a aussi un effet important. Alors on pense à tous les restaurateurs, enfin tous ceux qui ont besoin aussi notamment on pense aux frites. Enfin c'est aussi bête que ça, mais Vous c'est des pensez produits. aux frites, vous. C'est vrai. C'est des éléments de grande consommation et naturellement on pense aux snacks, à tous les petits artisans qui ont besoin aussi pour vivre au quotidien de ces produits-là. Il n'y a pas d'heure pour manger des frites. Exact. Le dessin de Catherine, alors celui-ci, je l'adore. Pénurie égale marché noir. Et vous voyez un monsieur qui ouvre son impair, tournesol, colza, pépins de raisin bio, etc., etc. Voilà, c'est peut-être ce vers quoi nous allons. Alors, on en rit, mais voilà. Autant ne pas connaître cette situation. La citation, alors elle n'est pas d'Épictète, elle est d'André Frossard. C'est déjà pas mal, André Frossard. Je me tourne vers vous, qui êtes un fan de littérature. Donc c'est le fils de Ludovic Oscar Frossard, Ah, là, Vous là, connaissez Non. fondateur du Parti communiste français. Voilà. Ah oui. Donc André Frossard, qui était écrivain, académicien, a Je croyais écrit que c'était ceci. Georges Marchais, moi, qui avait fondé le PCF, vous savez. Non, c'était un peu avant lui. Les esprits sont en général moins affamés que les estomacs et supportent beaucoup plus gaillardement la pénurie. Voilà, c'est sur André Frossard que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Club de la Presse. Tous les quatre, ça m'a fait grand plaisir de vous voir et de vous revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. À la semaine prochaine.